Salut tout le monde! Alors, je fais une petite vidéo qui ne va pas être montée, qui ne va pas être intéressante, mais qui est malgré tout, je pense, nécessaire, dans la mesure où j'ai la possibilité d'avoir des informations fiables de médecins, de personnes, on va dire, qui sont très fiables. Donc, étant donné que j'ai de la visibilité, je vais en profiter pour donner des informations qui sont valables. Simplement, aujourd'hui, 15 mars à 15h20, voilà, et qui du coup sont, je pense, nécessaires parce que beaucoup de personnes se posent la question pour leur activité libérale. Étant donné que je travaille aussi en tant que formateur pour Instalib et que du coup euh, toutes ces informations-là, je dois les regrouper, et je dois pouvoir les transmettre. Je me dis qu'il est important aussi que je le fasse sur ma chaîne de psychologie où il y a beaucoup de psychologues qui me suivent et qui se posent certainement des questions. Alors, je ne vais pas pouvoir donner énormément d'éléments, mais tous les éléments que je vais donner, c'est soit des médecins, soit le Haut Conseil de la santé publique, soit des sources que vous trouverez en description sous cette vidéo qui le donnent par rapport à comment est-ce que vous allez gérer votre activité libérale dans les prochains jours et quelles sont les obligations, les droits, les devoirs que nous avons. Donc par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, maintenant, c'est que clairement, nous, professionnels de la psychologie, on n'est pas du tout obligé de fermer. C'est pas, il n'y a pas encore de texte qui disent les psychologues doivent fermer parce qu'on n'est pas un bar, on n'est pas un restaurant. Jusqu'à preuve du contraire, c'est rare d'avoir des patients en groupe. La plupart du temps, on a des patients en un pour un. Euh, donc, la, la, les communiqués qui sont faits jusqu'à maintenant, je le redis, 15 mars, 15h20, ça n'est absolument pas. Les psychologues doivent fermer. Donc, on est un établissement recevant du public de catégorie 5 et encore plus sous-catégorie, catégorie U. Et les établissements qui doivent fermer, il y a le J, il y a le N, enfin le L, il y a je ne sais plus quelle lettre exactement comme catégorie, mais nous, U, euh, euh, établissement de soins, puisque même si c'est en individuel, on est quand même relié à ça, on ne doit pas, on n'est pas tenu à fermer. Ça, c'est sur le plan légal. Après, sur le plan purement éthique, stoppage de la propagation et toutes ces choses-là, bien sûr que il serait assez logique, contrairement à ceux qui vont voter, à ceux qui nous disent d'aller voter plus sérieusement, de ne pas recevoir. Je pense qu'il y a des moments où il faut surtout pas recevoir, c'est si on partage une, euh, une salle d'attente. Parce que vous risquez de mettre, si vous partagez votre salle d'attente avec des médecins, vous risquez d'aggraver la propagation parce que c'est les salles d'attente de médecins aujourd'hui auxquelles il faut faire gaffe, notamment, mais toutes les salles d'attente. Mais si vous avez une salle d'attente qui est rien qu'à vous, voilà, c'est quand même assez. Il y a pas énormément de risques dans la mesure où vous gardez la distance de 1 mètre, où vous mettez un panneau dans votre salle d'attente qui dit que c'est vous qui ouvrez les portes, c'est vous qui fermez les portes, il ne touche à rien si vous enlevez tout le matériel, c'est-à-dire les magazines, les jouets pour les enfants ou quoi que ce soit, de toute façon. Par contre, vous ne devez pas recevoir des enfants de moins de 10 ans. Voilà. Donc, point numéro un, on n'est pas obligé de fermer. Pour l'instant, nous, en tant que profession libérale, on n'est pas tenu obligatoirement, on ne va pas avoir une prune si jamais on ne ferme pas. Par contre, euh, il faut se dire une chose, c'est que vous devriez fermer votre cabinet. Vous devriez le faire. Si vous voulez participer à l'effort national et même à l'effort international, vous devriez fermer. Ça, c'est la version idéale. Parce que tout le monde ne peut pas fermer, tout le monde ne peut pas faire une croix sur son chiffre d'affaires, tout le monde ne peut pas faire une croix sur son activité, tout le monde ne peut pas faire une croix sur le fait de pouvoir payer ses factures ou quoi. Donc, euh,
Donc ce serait intelligent de fermer son cabinet en présentiel. Il serait beaucoup plus intelligent de l'ouvrir et de le tenir disponible et de communiquer sur le fait que votre cabinet continue les consultations, mais pas physiquement. Il le fait virtuellement, soit par téléphone, soit par téléconsultation. Donc, dans quel cas il est absolument important d'aller communiquer. Moi, ce que je vous propose, c'est surtout de... Voilà, hein, moi je suis à mon cabinet aujourd'hui parce que on va prendre tous les dossiers de toute la semaine ou quoi que ce soit et bien leur dire que ils peuvent me consulter par téléphone ou ici. Les personnes âgées qui n'utiliseraient pas le téléphone ou Skype ou Messenger ou comment on appelle ça, la visio quoi, euh, s'ils sont trop âgés pour utiliser des moyens comme cela, en général c'est des personnes à risque. Donc il ne faut pas qu'ils viennent au cabinet, tout simplement. Donc les médecins me disent qu'il faut quand même assurer des téléconsultations obligatoirement, pour les personnes à risque de décompensation psychiatrique. On comprend très bien pourquoi. Privilégier absolument les téléconsultations. Pour ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui on est en 2020 et que donc du coup se poser la question de comment est-ce qu'on va se faire payer, c'est tout simplement ridicule parce que vous envoyez votre RIB pour avoir un virement CEPA. Un virement CEPA, ça met 3 jours, ça fonctionne très très bien. Et si véritablement ça vous paraît trop compliqué cette chose-là parce qu'il faut envoyer un RIB, la plupart des banques aujourd'hui font des virements par numéro de téléphone. C'est-à-dire que voilà, vous appelez votre banquier demain, vous lui dites comment est-ce que je fais pour envoyer des virements par téléphone, simplement avec mon numéro de téléphone, et ils vous expliqueront comment est-ce que vous pourrez dire ça à vos patients. Donc il n'y a absolument aucune raison de se dire oui mais comment on va se faire payer, parce que soit vous faites un chrome aux gens, et c'est-à-dire qu'ils vous remboursent la prochaine fois qu'ils vous verront dans 6 semaines, parce que j'y viendrai après les dates de réouverture probables. Enfin, c'est pas probable, c'est les dates de réouverture qui sont aujourd'hui données par le gouvernement pour les restaurants, les cinémas, les trucs comme ça. C'est le 15 avril. Donc, voilà. Ranger les jeux et les livres et les journaux dans les salles d'attente. Mettez un panneau pour qu'ils ne touchent à rien. Soyez seul à ouvrir les portes et les fenêtres, je l'ai dit. Dans la mesure du possible, restez chez vous et dites à vos patients de rester chez vous. Il faut parvenir, dans la mesure où c'est la meilleure chose à faire, il faut convaincre nos patients qu'il faut faire de la téléconsultation. Appliquer les gestes barrières, donc ça, de toute façon, je vais mettre toutes les sources que j'utilise. Loulou, reste, ma chérie, tu peux rester là-bas. Oui, tu t'ennuies, ben, je m'en doute, mais... Voilà, tiens, je te donne du papier. Tu fais du dessin, mais tu fais pas de bruit, mon cœur. Merci. Appliquer les gestes barrières, on l'a dit, c'est 1 mètre de distance, c'est tousser dans le coude, c'est utiliser votre gel hydroalcoolique habituel, c'est lavez-vous les mains tout le temps, c'est mettez bien ce panneau dans votre salle d'attente si véritablement vous devez rejoindre des personnes. Point numéro 6, si vous êtes malade, appelez le 15. Autre chose qui est importante qu'on m'a dit qu'il fallait que je transmette, c'est qu'il ne faut pas utiliser d'anti-inflammatoires, mais du paracétamol seulement si vous avez des courbatures, des fièvres ou des choses comme ça, et transmettez au maximum cette information. On se demande si la résurgence et l'exponentielle qu'il y a eu des cas graves dans les pays occidentaux à l'heure actuelle, on se demande si c'est pas dû à ça ou à d'autres éléments, on n'en sait pas plus. Si vous avez un traitement anti-inflammatoire chronique, voir avec votre médecin traitant directement. 9e point, attention aux fake news. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il ne faut pas toucher à ci, qu'il ne faut pas toucher à ça. Il faut savoir que le virus, sur une surface type fer, type ci, type ça, va rester uniquement que quelques heures. Donc, c'est-à-dire que, voilà, mon cabinet il a été fermé pendant plus de 24 heures. Ma fille, elle touche au jeu, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Dans les éléments humides, ça peut durer quelques jours. Mais sur des éléments secs, ça ne dure que quelques heures. Donc il n'y a rien à craindre. Après, je voulais vous lire des éléments donc, du Haut Conseil de la santé
public. Où est-ce que j'en suis? Le Haut Conseil de la santé publique propose de restreindre drastiquement, voire interdire les visites dans les établissements d'hébergement collectif dans lesquels les personnes à risque... Non, ça, je ne vais pas commencer par là, je vais commencer par l'autre point. Pour les activités libérales. Donc, anticiper les venues des patients fragiles. Il est essentiel que la venue dans les établissements de santé de patients fragiles soit anticipée par l'élaboration de mesures spécifiques, mais nous, on peut très bien leur téléphoner et leur dire de ne pas venir ou alors de téléconsulter. Adopter le port du masque chirurgical dès l'entrée, mais ça, il y a un petit peu une pénurie, donc voilà. Envisager un circuit dédié pour ces patients, limiter les hospitalisations, restreindre les consultations présentielles en particulier, si les mesures ci-dessus ne peuvent s'appliquer. Donc, port systématique, visite limitée, port systématique des masques, limiter les hospitalisations et tout, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Privilégier les alternatives à l'hospitalisation de jour ou conventionnelle, on en revient toujours à la téléconsultation. Mais les gens ont besoin. Lisez les articles, notamment sur les psychologues en Chine, ils sont ultra sollicités, parce qu'il y a une vraie psychose qui s'est installée. Donc les psychologues, c'est de notre ressort. Fermer purement et simplement notre cabinet, moi je trouve que c'est pas bien. On devrait continuer à assurer en téléconsultation notre travail de soins psychiques, ça me paraît très important. Par contre, pour les psychologues qui travaillent aussi en établissement et en institution, le Haut Conseil de la santé publique propose de restreindre drastiquement, voire interdire les visites dans les établissements d'hébergement collectif dans lesquels des personnes à risque sont hébergées et remplacer ces visites par des moyens de communication alternatifs, évitant les conséquences psychologiques de ces mesures d'exclusion. Interdire toute sortie aux personnes à risque résidant en hébergement collectif à l'extérieur de ces établissements. Contre-indiquer aux personnes à risque l'utilisation des moyens de transport collectif pour privilégier les moyens de transport individuels. Demander à ces personnes de limiter les déplacements individuels aux seuls déplacements essentiels. Contre-indiquer pendant la période épidémique toute activité collective. Limiter les contacts avec les enfants âgés de moins de 10 ans. Limiter les activités professionnelles, sociales, culturelles, éducatives et associatives non essentielles. Veiller à l'application de mesures barrières renforcées par l'entourage de ces personnes, lavage des mains, toutes les heures, port du masque chirurgical dès le début de symptômes et éventuellement exclusion de personnes de l'entourage de personnes potentiellement malades, ça me fera toujours rire. Mettre en œuvre systématiquement pour ces personnes des moyens de communication alternatifs dans le cadre de leur activité d'apprentissage ou professionnelle, e-learning, travail à distance, téléconférences. Ces mesures pourront être levées lorsque le pic épidémique sera passé et que l'entourage de ces personnes aura acquis une immunité permettant de faire une barrière autour d'eux. Voilà. Je vous donne le numéro vert de Info Coronavirus, qui est le 0800 130 000. 0800 130 000. Pour tout ce qui va être, là encore je reviens sur les professionnels libérales, pour vos indemnisations journalières, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez sur www.fédération-auto-entrepreneur.fr et ensuite vous vous laissez guider. Pour les autres, www.déclare.amélie.fr. Et là, vous aurez un formulaire très simple avec nom, prénom, comment vous joindre et tout, toutes ces données-là. Donc, il faut à tout prix que vous cherchiez, moi j'ai envie de dire, même si vous arrivez à faire de la télécommunication, vous verrez après si ça impacte trop votre CA ou pas, mais faites-vous référencer pour avoir au moins un petit peu de ressources, parce que si vous n'avez plus de ressources, si vous plombez votre trésorerie, une chose est sûre, c'est que vous allez devoir fermer votre cabinet à un moment donné. Et donc, il faut limiter tout ça. Donc, déclarez-vous soit sur fédération-auto-entrepreneur.fr, soit sur déclareamélie.fr avec le formulaire qui est mis à votre disposition.
Chose importante aussi par rapport à ces indemnités journalières, elles seront de arrêt maladie maximal de 20 jours. Or, vous savez que les fermetures, là, minimum, elles sont jusqu'au 15 avril, donc ça fait largement plus de 20 jours. Pour, pour information aussi, vous pouvez être un seul parent à la fois qui sera indemnisé. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes deux professions libérales ou deux professionnels de santé, c'est d'abord 20 jours l'un, après 20 jours l'autre, pour limiter un petit peu la casse. Il y a aussi des éléments que je voulais vous dire par rapport à la pratique des psychologues comment on appelle ça, à distance. Donc, c'est tiré d'un livre, bien évidemment, La cure analytique à distance de Frédéric Tordeau et Elisabeth Darchy. Point numéro 1, c'est le psychologue qui ouvre et ferme la séance, tout comme en consultation présentielle. Ce qui veut dire concrètement, c'est lui qui appelle et c'est encore lui qui met fin à la séance en interrompant l'appel. Tout ça, c'est Frédéric Tordeau qui le rappelle sur Facebook, vous pourrez le retrouver très très facilement. Mais vu que c'est très pertinent et que ça résume certains points du livre, je vous le rappelle ici. Point numéro 2, le psychologue doit s'assurer que le patient puisse être dans un endroit au calme, si possible toujours le même. La confidentialité est de rigueur. Moi, je précise, puisque j'ai l'habitude de faire des consultations à distance, il faut aussi qu'il y ait une bonne connexion Internet. L'image, c'est pas si important. Par contre, le son, faut que le son ne foire pas. Le psychologue, autant que faire se peut, assure la conduite de la séance à son cabinet ou en institution. Le cadre, par exemple, là que vous voyez derrière moi, en téléconsultation, c'est très important. Le paiement de la séance se fait à la fin de chaque séance, par exemple par chèque. En fonction de la situation, le paiement peut être symbolique d'un paiement en devenir que le patient pourra faire après la séance ou un autre moment, virement, etc. Et justement, il disait qu'il ne fallait pas trop faire de chèques. Alors là, j'en ai plus, mais les paiements par chèque ou liquide ou quoi que ce soit, si véritablement vous videz une boîte de mouchoirs et les gens ils mettent leur chèque ou leur liquide directement là-dedans. Vous récupérez tout ça le lendemain et vous êtes sûr qu'il n'y a plus de virus, quoi qu'il arrive. Le paiement La rencontre physique entre psychologue et patient reste souhaitable pour matérialiser dans la relation l'alliance ou le transfert. Cette préconisation ne peut s'appliquer dans les moments de crise. Pour autant, nous pouvons envisager avec le patient cette rencontre comme un devenir, comme une virtualisation. Et point numéro 7, le psychologue doit s'assurer autant que faire se peut. Merci. Le psychologue doit s'assurer autant que faire se peut de la sécurisation des logiciels qu'il utilise. À l'heure de l'homme connecté, cependant, les risques vis-à-vis de la protection de la vie privée sont toujours présents, et ce, quel que soit le matériel envisagé. Voilà. Donc, merci à Frédéric Tordeau et Elisabeth Darchy qui nous rappellent ces données-là. Je le redis, toutes les informations, toutes les sources que j'ai citées seront en source sous cette vidéo. Ce que je viens de dire, donc, c'est que, grosso modo, si on doit résumer ça, nous ne sommes pas tenus de fermer nos cabinets, nous ne faisons pas partie de cette catégorie d'établissements recevant du public. Pour autant, il serait logique et d'intérêt public et majeur de santé que nous fermions aussi nos portes, par contre, que nous ouvrions toujours nos consultations par téléconsultation. Ça, c'est le point le plus important. Deuxième point très important, c'est faites-vous indemniser sur les 2 sites que je vous ai mis. Les sources seront en description. Appelez le 15 si vous êtes malade et continuez à respecter absolument tout le reste. Tout ce que je viens de dire, bien évidemment, n'était bon que au moment où on avait ces données-là. Je regarde là-dessus. Tac. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, j'estime que je vais continuer moi mes consultations, ça c'est sûr et certain, même si ça va pas être facile parce que moi je vais devoir beaucoup garder mes enfants et tout parce que ma femme elle va être en toute première ligne. Mais du coup, voilà, on fait notre taf, on fait notre boulot.
notre soin psychique est aujourd'hui important, donc on continue. Allez, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes journées à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve tous dans la rue quand on pourra se serrer par la main et tout. Ciao!